Et bonsoir tout le monde. Donc me revoilà après un petit mois d'absence. Je suis très contente de vous retrouver malgré la fatigue d'avoir un jeune enfant à la maison qui ne dort pas, vous vous en doutez. Mais ce soir, je suis très contente de recevoir Cindy, donc, qui est là pour la maison d'édition Millennium et que je reçois tout de suite. Bonsoir Cindy. Bonsoir, bonsoir. Alors Bonsoir à tous. pour commencer, déjà présente-toi et tu peux aussi nous présenter ta maison d'édition et nous dire un peu quel est ton rôle dans la maison d'édition. Ouais, donc moi je m'appelle Cindy Poulain et je suis à la base docteur en physique et sciences de la matière. J'ai fait des D'accord. études Ouais. pendant longtemps. Et puis, au fil de l'eau, finalement, j'ai fondé Millennium Édition en janvier 2025. D'accord. Et donc j'en suis la présidente aujourd'hui, et qui est une maison d'édition de livres généralistes. Hmm. Euh, je pense que je m'arrête là, mais après je peux aller vraiment très loin en fait, hein. Ça vous expliquer un petit peu, oui, ton rôle, qu'est-ce qui occupe tes journées en général dans la maison d'édition, histoire que nos viewers Oui, aient un petit peu une idée. oui, alors mon rôle, c'est de m'occuper des auteurs de la maison. Alors, comme c'est une jeune maison d'édition, aujourd'hui on a 5 auteurs et autrices. D'accord. Donc depuis l'année dernière, au total, on totalise à peu près 12 titres. OK. Et l'objectif, c'est d'accompagner les auteurs au final à promouvoir leurs livres, Mmh. à les aider à trouver en fait des salons pour réussir à faire soit des dédicaces, soit à présenter leurs livres. euh, et puis évidemment de lire des manuscrits pour choisir ceux qui pourraient être le plus souvent, qui pourraient être vraiment intéressants, on va dire, pour la maison. Donc voilà, j'ai des journées qui sont assez finalement Oui, diversifiées. Il y a plein d'activités au final qui sur sont, le terrain, quoi. voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a à la fois de l'accompagnement d'auteur, de la lecture de manuscrits, du travail d'édition pure et de mise en forme, et puis du travail aussi d'échange avec les différents maillons de la chaîne aussi de l'édition, donc les distributeurs, les diffuseurs, parce que l'idée c'est aussi de trouver des diffuseurs qui peuvent m'accompagner là finalement et accompagner la maison à vendre les livres derrière Tout à et à fait. les positionner aussi en librairie. Il y a aussi beaucoup de relations finalement entre professionnels, euh, entre voilà, les différents libraires, les différents responsables de rayons dans les centres commerciaux, etc. Ça, c'est aussi une partie de mon travail, que de garder une relation qui soit intéressante et saine, en fait, pour les auteurs et pour nous. D'accord. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me focalise essentiellement. La maison d'édition est basée sur Castelnau-de-Lez, donc dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Et je me focalise sur la région Occitanie, D'accord. finalement, pour notamment le positionnement des livres Oui. et tout ce qui va concerner aussi voilà, les salons potentiels, Oui. euh, Pour rentrer dans tes frais, hein, parce que évidemment. il faut aussi, faut pas se Tout à mentir, ça reste du business, donc on veut en effet fait. faire plaisir aux gens en leur offrant des livres de qualité, mais il faut quand même à un moment donné rentrer dans nos frais, même si les auteurs veulent aller voir leurs lecteurs, quoi, c'est évident. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment l'équilibre permanent à trouver entre justement toutes les dépenses qui peuvent être faites pour la promotion, pour la réalisation des salons, pour évidemment la mise en vente et la mise en librairie de tous ces livres. D'accord. Euh, L'équilibre doit être trouvé entre ça et puis en fait entre les coûts et ce qu'on peut en gagner derrière et le retour sur investissement qu'on peut avoir derrière, évidemment. D'accord. Mm. Et donc j'ai vu que dans ta bio Instagram, tu parles d'éco-responsabilité littéraire. Est-ce que tu peux nous en dire
Parce que j'avoue que j'ai été très Ouais, intriguée par cette ouais, ouais. Bah, effectivement, le sujet, alors ça vient de, de l'idée en fait de Millennium Edition. L'idée, c'est que en fait, il y a 3 ans, j'avais lu qu'il y avait à peu près un quart de la production annuelle de livres en France qui, du coup, je suis un petit peu embêtée avec le petit loup qui est à côté de moi et t'inquiète qui pas. fait le petit coup. Non, mais en fait, il y a 3 ans, j'avais lu qu'il y avait à peu près 25% de la production de livres annuels en France qui était Mmh. réalisée pour rien. Oui, qui partait au C'est-à-dire public. qui était produite, pas, voilà, pas lue, pas vendue, et qui était finalement à 90% incinérée. Et j'ai D'accord. trouvé ça, en fait, c'est ça qui m'a marqué, donc il y a à peu près 3 ans, et qui a fait que j'ai commencé ma réflexion sur, ok, moi je suis pas issu du Ah, on ne Moi, je t'entend suis pas, ouais, dire, ok, moi, je suis pas issue du monde du livre, mais j'ai peut-être quelque chose à apporter parce que sur un secteur historique comme celui-là, pas. Oui, industriel et historique comme celui-là, en fait, la transition n'a pas été menée. d'accord. Donc, l'idée, ça va être de réussir à structurer la maison d'édition pour qu'elle puisse être cohérente. Waouh! Alors là, on a un vrai souci. On a un vrai sujet. Parce qu'il s'est tenu super calme Oui, jusque-là. on l'entendait pas quand on était Mais c'est en clair. Allez, ah, c'est les enfants, ils savent quand c'est le moment qu'il faut pas. Ils le sentent. c'est très compliqué. Et donc, l'objectif, et donc on est en train de structurer cela aujourd'hui, c'est de réussir à avoir la possibilité de calculer finalement l'empreinte carbone du livre. Ouais, Ok, donc il y a un gros travail qui se cache là-dessous, hein, oui, j'imagine. d'analyse de cycle de vie, et puis ne serait-ce que de comptabilisation, voilà, assez fine de l'empreinte carbone, hein, tout simplement, au niveau de la production, Je vois. et de réussir à ensuite transformer cet impact carbone en un impact, en un montant à impact, je dirais, qui serait reversé à une association OK. type Forest Action ou d'autres associations qui agissent Oui, sur notamment la reforestation ou la sensibilisation des populations locales à d'accord, la, à la durabilité, par exemple. d'accord. Donc Donc, le but l'objectif, principal, c'est de produire, mais de produire mieux. de produire mieux, d'optimiser cette production et de réussir à mieux, oui, mieux utiliser les ressources et voire même au moins faire du positif, voire du régénératif. D'accord. Donc voilà l'idée. OK. Donc bon, tu as répondu à la prochaine question qui était de savoir qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce milieu? Donc c'était, voilà, d'apporter ton expertise pour, que le milieu soit, bah, faire parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un doctorat qui est complètement hors sujet avec, l'édition. Donc, quel a été ton parcours? Est-ce que tu t'es formé, pour l'édition ou tu y allais au feeling, peut-être? Or, j'avoue que j'espère pas quand même parce que c'est quand même un travail de titan. C'est un travail de titan et pour être tout à fait honnête, euh, je me suis lancée d'un coup. D'accord. C'est vrai que j'avais, alors finalement comme tout le monde, j'ai envie de dire, quand on se lance pour écrire un livre, des fois on ne connaît pas le monde de l'édition, on ne se doute pas de ce qui se cache derrière, en fait. Et ben j'ai fait comme tout le monde. Finalement, j'ai pas lancé, je me suis pas lancée dans l'écriture, mais Mmh. je me suis lancée dans l'édition. Et je me suis dit bon bah on va essayer de faire quelque chose, tout simplement. Ouais. Et ben je me suis confrontée quand même à pas mal de soucis. Oui. Mais bon, j'ai quand même essayé d'être hyper professionnelle. J'ai eu finalement, j'étais même assez surprise hein, de premiers manuscrits qui me sont arrivés. Évidemment, bon, une maison d'édition reçoit des manuscrits, donc c'était peut-être pas une surprise en soi, mais je me suis dit, il y a tellement quand même de maisons d'édition. Est-ce qu'il y aura vraiment des personnes intéressées par Une petite toute nouvelle nouvelle. maison, toute petite,
qui n'a rien prouvé aujourd'hui, qui a un catalogue de 0, puisqu'au départ, on commence forcément à 0. Et finalement, ça a pris. Et donc, j'ai commencé à lire les manuscrits. Il y en a certains qui n'ont pas été sélectionnés, évidemment, parce que... oui. Ah, Oui. je sais pas, t'allais dire quelque chose? Non, j'ai dit qu'en effet, de refuser, ça fait partie du jeu. Voilà, Oui. malheureusement, en tant qu'auteur, quand on envoie dans une Oui. sélection, on sait que souvent on a plus de non que de oui. Ça C'est fait ça. partie du jeu, quoi. C'est un peu une loterie. C'est un peu une loterie parce que effectivement, l'objectif c'est de trouver évidemment quelque chose qui plaise, ok. Donc j'ai pas encore de comité de lecture vraiment, mais je propose la lecture des manuscrits à quelques personnes qui sont dans mon entourage et qui ont justement cette fibre aussi Oui, en lettres qui est un peu plus poussée que la mienne. Donc, clairement, le choix se fait entre une histoire qui est structurée, qui est tout de même quand même bien écrite, qui a un début, un climax, une fin, des choses intéressantes, quoi. Une structure, voilà, cohérente. Et derrière, qui aussi peut intéresser une certaine cible. Bah, c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure, ça reste du business. Donc, même si l'histoire est sympa, il faut quand même qu'elle se vende derrière. Totalement, totalement. Donc, c'est une vraie prise de risque, en fait, pour une maison d'édition de se lancer sur un manuscrit. Parce que la question, c'est est-ce que ça va vraiment intéresser? Est-ce qu'il y a une place et un positionnement pour l'histoire? Cette histoire-là, à ce moment-là. Voilà. Et aussi, après, vient l'auteur ou l'autrice. Et là, ça peut aussi, évidemment, grandement jouer dans la balance. Oui. Parce qu'il y a des auteurs qui écrivent des livres, et des autrices qui écrivent des livres, mais qui ne sont pas forcément friands d'en faire la promotion. Qui sont pas forcément... voilà, les salons, c'est pas leur truc de faire des salons, de faire des séances de dédicaces. Entre guillemets, dans leur coin, juste écrire. Voilà. Sauf que malheureusement, si on veut vendre un livre, il faut qu'il y ait un minimum de présence sur les réseaux sociaux. Voilà, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, où même si on n'aime pas ça, même si on n'aime pas l'avouer, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, c'est la couverture principale pour faire la promotion des livres, et les salons, c'est le summum, hein, c'est là où tu peux toucher un nouveau lectorat, quoi. Est-ce que tu es placé à côté qui connaissent? Tiens, la personne va regarder ton roman, tiens, en fait, ça peut m'intéresser, c'est comme ça qu'on touche de nouvelles personnes. Et c'est sûr que si l'auteur n'est pas prêt, entre guillemets, à se mettre face à la lumière, ça peut coincer niveau publicité, quoi. Exact. Donc c'est vraiment c'est vraiment un sujet, en fait, parce que moi je rencontre vraiment beaucoup d'auteurs, en fait, qui sont finalement assez ils se rendent pas compte, en fait, de l'importance, en fait, de devoir toucher aux réseaux sociaux, de devoir rencontrer des gens tout de même, de devoir se lancer dans la promotion vraiment de leurs produits, quoi. De leurs produits. Ah oui, donc ça, c'est un vrai sujet. Ouais. En fait. Je me balade en même temps, désolé. C'est de l'eau, quand on a un enfant à gérer en même temps, on n'a pas toujours le choix. Pas de problème. Et donc, est-ce que justement, dans ta petite carrière de maison d'édition, est-ce qu'il y a eu des rencontres ou un déclic qui a vraiment marqué ta carrière depuis le début? Alors effectivement, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plusieurs. Il y a le premier où justement je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire je me suis rendu compte de cet aspect où j'ai eu un premier auteur, en fait, qui me montre son livre, donc c'est génial. Moi je le prends, je lis son manuscrit, et au final
Le manuscrit était très bien, l'histoire est très bien. Ouais, Et au final, la personne ne souhaite pas, la personne ne souhaite pas faire sa promotion, quoi. Ça, d'accord. c'est un truc qui m'a... Sur le moment, je m'étais pas forcément rendu compte du problème, Oui, à quel point pour être honnête. effectivement, que la personne ne fasse pas sa part, quoi. Voilà. Et au final, je me suis dit, punaise, c'est vrai que c'est un indicateur hyper important parce que pour le choix, en fait, ça a orienté la stratégie. Ça a orienté la stratégie sur les prochains auteurs, les auteurs d'après, en fait, qui sont arrivés et avec lesquels il a fallu vraiment déjà présenter le fait que ce point-là est important. Ils veulent vraiment prendre leur livre en compte et faire en sorte que leur livre se vendent. L'idée, c'est que ils puissent, qu'ils sachent, pardon. Hein. L'idée, c'est qu'ils sachent que c'est important la promotion, quoi. Et ensuite, ça a vraiment été un déclencheur pour moi pour me dire qu'il fallait vraiment qu'il y ait un retour sur investissement derrière, enfin qu'on est dans un vrai business en fait. Ça a été le premier élément qui m'a dit ok, c'est génial, c'est de la passion qui parle aussi, on aime ça, c'est très bien. Les auteurs sont forcément, c'est leur bébé, leur livre. Donc clairement, les auteurs ils vendent leurs livres par eux-mêmes, si tu veux, parce que ils aiment leurs livres, c'est eux qui l'ont écrit, ils l'ont créé, c'est leur bébé. Donc ils y croient fond. C'est normal. Maintenant, si tous les indicateurs ne sont pas alignés, entre guillemets, à l'instant T, au final, ma position, et stratégiquement parlant, je dois prendre une décision. Et s'il y a un indicateur qui ne va pas, le manuscrit n'est malheureusement pas sélectionné finalement, et l'auteur non plus. Ouais. Donc ça, c'était vraiment le premier truc qui m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, c'était le premier événement, j'ai envie de dire, de la maison. Premier auteur reçu, manuscrit intéressant, mais qui n'a pas voulu faire de salon. Donc s'impliquer, quoi. Il n'a pas voulu s'impliquer. Et c'est un fait marquant parce qu'aujourd'hui, ce premier auteur, du coup, je l'ai eu accepté. D'accord. Au sein de la maison, évidemment. Moi, ça me faisait mon premier ouvrage publié, édité et tout. Et je ne m'étais pas posé forcément plus de questions que ça. Comme tu disais tout à l'heure, n'ayant pas forcément d'études et de formation dedans, tu t'es dit, ma maison d'édition a ramené quelqu'un, sans te rendre compte que le manque d'investissement de l'autre côté pouvait coincer à un moment donné, quoi. Tout à fait. Après, c'est que malheureusement, les auteurs qui envoient en ME sont entre guillemets un peu habitués au fonctionnement des grosses ME qui ont des community managers et qui font elles-mêmes en fait la publicité. Et eux, ils ont juste à la rigueur juste à repartager les posts sans se poser plus de questions. Et ils s'attendent pas que dans les petites maisons d'édition, c'est un peu comme dans l'auto-édition, il faut mettre la main à la pâte dans tout, quoi. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est vrai, c'est de s'investir et c'est une collaboration qui se met en place. Vraiment, on y met un peu d'une autre à tous. Et de cette façon-là, on arrive à avancer un petit peu dans ce monde un peu, ultra concurrentiel. Oui, ça marche. Et donc, comment tu pourrais nous décrire ta relation générale avec tes auteurs, justement? Alors, c'est une relation extrêmement proche. Alors justement, actuellement, c'est une petite maison, donc 5 auteurs-autrices et quelques autres auteurs qui vont rentrer sur l'année 2026 aussi. D'accord. C'est une relation transparente, de confiance. Et en fait, on discute de beaucoup de sujets au final. On est assez proches. Alors, les auteurs soit habitent la région de Montpellier, soit peuvent être aussi au niveau national. Une autrice qui est nantaise, et puis une autre qui vit au Portugal. Donc, en fait,
c'est assez, quand même, c'est assez dispersé. Néanmoins, maintenant, avec les moyens qui existent, bon, on arrive à communiquer assez simplement, on se voit régulièrement. Alors, j'avoue qu'il y a une autrice qui s'appelle Florence Lègle, pardon, qui est à Nantes. Je ne l'ai jamais vue Ah, encore physiquement, bah, ok. oui, Mais tu as moyen de l'avoir autrement pour l'instant, quoi. voilà, oui, oui, voilà. Mais ça se fera. L'idée, voilà, c'est d'être le plus fluide possible. Il ne doit pas y avoir de sujet de non-dit ou des envies ou des frustrations qui se créent, surtout. Ouais. Voilà, parce que des envies, en fait, il y en a beaucoup. À la fois de mon côté, hein, du côté de la maison d'édition, et à la fois du côté des auteurs. Maintenant, après, il faut réussir à garder un cadre. Ça, à en parler et que chacun puisse dire: «Bah, ça, d'accord, ça, c'est pas possible pour Voilà, telle ou telle raison», quoi. tout Mais à il fait, faut ce côté transparence dont tu parlais à l'instant, où, bah, il totalement. faut oser, en parler, quoi. Et je pense que Mmh, c'est le fait que tu sois une petite maison d'édition joue beaucoup là-dessus. Je mmh, sais pas, vous n'êtes pas nombreux, donc tout le monde, en fait, a sa place mmh. sans être noyé dans la masse et que, bah, entre guillemets, C'est ça, tu pas le temps de te répondre. Je suis sur un gros truc là avec, un autre gros auteur. Voilà, chacun a oui, sa place, quoi. tout à fait, Ça tout à marche. fait. Et donc, pour toi, quelle est aujourd'hui ta plus belle réussite ou ton plus beau souvenir professionnel depuis l'ouverture de ta maison d'édition? Alors la plus belle réussite pour l'instant, elle est basée sur, le catalogue qui a pu, dès la première année, comporter, voilà, plus de 10 titres. On était à 12. Donc ça, c'est un point ultra positif. Et puis là, depuis, quelques semaines, on est distribué à l'international par Hachette. Bien, Donc ça, c'est hyper top parce que, bah, la distribution, quand on parlait de la chaîne, de l'industrie du livre tout à l'heure, la distribution, c'est un maillon essentiel, qui permet d'accéder, dépendant des maisons de distribution, mais d'accéder à justement toutes les grandes surfaces spécialisées, comme, bah, la Fnac, en tout cas plus facilement, de pouvoir intégrer plus facilement les rayons, d'accord. chez Leclerc, Oui, bah, oui, Carrefour, Cultura, la Fnac, les grosses enseignes, c'est des fois un peu de compliqué en petite maison d'édition. voilà, Oui, j'ai une amie c'est qui même est très compliqué. Mmh, oui, j'ai une amie qui est dans une petite maison d'édition aussi et donc son livre déjà n'est pas trouvable partout. Je mmh, sais qu'il avait été demandé donc au U-Culture de chez moi, ils m'ont dit: «Bah non, on l'a pas dans le catalogue». Au Leclerc, ils l'avaient, mais que sous, commande. En fait, il fallait le commander, ils en avaient pas d'exemplaire, oui, sur place, quoi. Il fallait le commander ouais. et on avait de la chance si on le recevait dans la semaine, quoi. Et comme il nous disait: «On a plutôt un délai de 1 à 2 mois». Je dis: «Ah oui, Ah oui! oui». Voilà, c'est malheureusement, voilà, le monde du livre, tout le monde a sa place, mais il faut pas hésiter des parfois être un petit peu un requin et un petit peu à forcer, quoi. Ben, c'est ça, ça marche beaucoup comme ça. Et puis il y a quand même, voilà, les verrous sont là. Enfin, quand on est une petite maison, effectivement, alors avoir la possibilité de distribuer via des grosses maisons de Mmh, distribution, on va dire ça comme ça, c'est très, très difficile parce que généralement, elles demandent un chiffre d'affaires c'est ça. conséquent, elles demandent d'avoir, un certain nombre, voilà, hein, de ventes, que ça soit intéressant pour elles aussi Bah, c'est ça, de se lancer dans la logistique du livre ça reste du pour la chiffre maison. en fait, c'est un investissement, quoi. Tout à fait. Donc c'est généralement compliqué. Après, une fois qu'on a accès à ça, bah, c'est vrai que ça permet d'ouvrir les portes aux diffuseurs, parce que ça aussi c'est un gros sujet, Bien sûr. aux diffuseurs qui vont permettre de faire la promotion évidemment et puis potentiellement de réussir à positionner le livre, sur certaines librairies, certains secteurs, intéressants pour le livre, hein, justement. C'est sûr. Et puis, ça permet évidemment, ben, de simplifier, aussi la logistique au sein de la maison d'édition. Une petite maison, ça fait tout. Une Oui, petite maison d'édition, ça facture, ça discute avec les libraires et les différents interlocuteurs, ça, fait les envois postaux par tous les moyens, possibles et imaginables. C'est, hyper lourd, et avoir un distributeur, c'est quand même, un gain de temps, pour faire le vrai métier d'éditeur, en fait.
et pour réussir à gérer les auteurs comme il faut, à leur proposer aussi des choses intéressantes à faire, parce qu'il y en a qui sont demandeurs de faire des choses, qui peuvent parfois sortir de l'ordinaire, voilà, faire des interviews aussi, Voilà. des interviews radio, des interviews télé, des plateaux, des conférences. Voilà, il y a tout un tas de demandes auxquelles il faut répondre. Si on est pris dans la logistique, dans la facturation, Perdre dans du des temps, quoi. trucs, on s'en sort pas en fait. C'est pas que tu Mm. perds du temps, mais en gros, ça te bouffe du temps pour des choses qui auraient plus besoin de ton C'est ça. attention. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que tu as vu naître et dont tu es fier? Qui vraiment t'a marqué, t'a touché plus que les autres? Oui, bon alors faut pas trop faire de jaloux non plus, Non, ils sont tous voilà, superbes. pas de favoritisme dans la question, mais il y Mais a en tout des cas, livres, des auteurs qui ouais. voilà, les qui on sent qu'il y a quelque chose en plus, quoi. Ouais, 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 carrément. Bah, on a quand même un auteur qui est un auteur pérolien, donc à côté de Montpellier, une ville qui est à côté de Montpellier, et qui écrit des livres d'horreur. Il a écrit son premier livre d'horreur l'année dernière. D'accord. Alors, il l'a vraiment écrit et finalisé l'année dernière, mais néanmoins, il réfléchit à ses histoires d'horreur depuis plusieurs années maintenant. Ah, c'est le lot de tous les auteurs, hein. Voilà. Voilà. Dans moi-même dans cette case, on a l'idée, le livre sort réellement, 1, 2, 3 ans après, hein. Oui, voilà. Bah, c'est vrai, mais c'est un cheminement, hein. C'est un cheminement. C'est ça. Donc, oui, Tony Cinti, du coup, qui a sa collection Lueurs sombres, qui écrit des livres d'horreur, du coup, depuis l'année dernière et qui, je vois, est un auteur qui est, voilà, on va dire, qui est né avec la maison vraiment, parce que j'ai des auteurs et autrices qui ont eu déjà sorti des livres par le passé, D'accord, que lui, c'est mais vraiment toi qui l'a lancé, c'est quoi. vraiment moi qui l'ai lancé et on est sur un univers entre évidemment Stephen King, Lovecraft, voilà, on est sur Ah des oui, univers un peu comme ça. Et on a il y a des touches un petit peu de ce qu'on peut connaître sur les ouais. différentes histoires d'horreur qu'on peut tous connaître finalement, et même ceux qui connaissent très très bien l'horreur euh, vont avoir des... Ouais, je perds mes mots. Je sais plus comment... Mais bon, des fois, on se dit, ah, je pense que j'ai déjà vu ça. Et puis des fois, et puis souvent même, c'est assez inédite. On dit, ah, c'est vraiment pas mal. Et justement, on a des ambitions de transformation voilà, de cette série-là en une vraie série télévisée. Pourquoi pas, hein. Ah bah, Voilà. faut rêver grand, hein. Ah bah oui. Il y a cette citation, que j'aime beaucoup, c'est: «Il faut toujours viser la lune». Science Po, pour moi, on a Totalement. les étoiles. Totalement. Ça marche. Donc voilà, cet auteur-là a une saveur particulière pour toi, quoi. Ah oui, 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 complètement. Lui, je pense que c'est une petite trouvaille en tout cas, et j'espère qu'il ira loin en auteur français sur ce secteur-là de l'horreur, sur cette thématique-là. Je Ça pense que marche. ça peut être cool. Et selon toi, comment évolue le monde du livre actuellement? Voilà, est-ce que pour toi, c'est du mieux, c'est du pas mieux? C'est voilà. Quel est ton avis sur l'évolution du monde du livre aujourd'hui? Alors pour moi, on va dire que c'est une question vraiment pas facile. Ah, on peut que des questions faciles. Cool. Non, non, c'est pas facile parce que je pense que bon, le secteur du livre aujourd'hui a quand même, du côté des auteurs, voilà, il y a des best-sellers tous les ans. De toute manière, le secteur du livre, il continue de se pérenniser et de tourner, même si, on le sait, les lecteurs, dépendant des thématiques, hein, et des thèmes de lecture, bon, peut-être diminuent un petit peu. La demande est un petit peu moins au rendez-vous, même si sur certaines thématiques, Oui, bon, voilà, ça va dépendre des genres. voilà. Donc, je suis un petit peu, voilà, c'est un petit peu partagé. Bon, la demande
Et là où ça dépend, c'est peut-être stagnant lorsque l'offre, on va dire, et le secteur, les maisons d'édition sortent des livres tous les jours. Encore aujourd'hui, on a plus de 300 par jour en moyenne qui sortent, hein, des livres. Donc, en fait, ça continue. Ça continue d'aller correctement. Le secteur du livre, si on parle, voilà, des librairies, des maisons d'édition et des petites maisons d'édition, évidemment qu'il y aurait beaucoup à dire parce que c'est très difficile. Vu que la chaîne est très longue, en fait, c'est pas facile de sortir de l'argent, hein, et de sortir des marges pour les différentes structures sur ce secteur-là, dans le monde du livre. Les libraires, voilà, ils galèrent, hein, faut le dire. Il y a aujourd'hui des grosses, aujourd'hui des grosses librairies, très grandes librairies ou des librairies historiques qui ferment parce que c'est plus possible, qu'elles n'arrivent plus à vendre. Voilà. Bah oui, totalement. Ça marche. Donc, ouais. C'est compliqué, quoi. Voilà. Il y a du bon et du moins bon, quoi. Il y a du bon et du moins bon. Maintenant, voilà, l'idée du côté de Millennium Édition, c'est aussi d'essayer de changer les paradigmes. Et donc, bien sûr, il y a cet aspect d'éco-responsabilité, de durabilité. Il faut structurer, et je pense qu'on y arrivera. Mais il y a aussi l'aspect du... ça demande du temps. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Le bon équilibre, justement. Oui. Et ça demande aussi, mine de rien, de se conformer à ce qui existe déjà avant de réussir à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Commencer par ce qui se fait avant de changer, parce que il faut voir si le changement espéré peut vraiment fonctionner ou s'il faudra plus d'étapes que prévu, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais l'idée, c'est aussi d'aller plus loin et d'essayer de... Il y a l'objectif j'ai envie de dire, de digitaliser aussi l'édition, de rendre les choses plus transparentes. Bien sûr. Donc, tout en faisant attention aux ressources. Mais il y a un projet, en tout cas, de digitalisation de cette partie-là et de façon à ce que les auteurs puissent justement être drivés de A à Z presque, parce que des fois on commence à écrire son livre, ensuite des fois on s'arrête, des fois on continue, des fois on sait plus, et puis des fois en fait on a fini son livre mais on sait pas quoi faire après avec, et on est perdu. Et l'idée c'est de rendre tout ça un petit peu plus transparent aussi, et donc l'ambition c'est d'aller aussi sur la digitalisation pour essayer d'accompagner les personnes qui savent pas trop, qui ont une idée, qui veulent se lancer, mais qui ensuite soient guidées. Voilà, les personnes vont être guidées étape par étape pour aller du point A à la mise en vente et à la distribution de son livre. D'accord. Voilà. Donc dis-moi, toi, en tant que maison d'édition, quelle est ton opinion sur l'auto-édition ? Alors, l'auto-édition, mon opinion, ni négative ni positive, c'est quelque chose qui est permis et qui est chouette, parce que pour les auteurs, tout de même, si les ventes se font, évidemment, c'est toujours meilleur. Oui, c'est le but, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Voilà. Quand on publie son livre, c'est qu'on veut quand même toucher de l'argent avec. Voilà. Donc, c'est très bien. Après, là où j'arrive pas trop à jauger, c'est est-ce que les personnes qui se lancent en auto-édition d'un prime abord ont cette connaissance déjà de la chaîne du livre, justement, et de ce par quoi il faut passer pour réussir à avoir un maximum déjà de visibilité, de chances d'aller le vendre, et toute l'énergie qu'il faut déployer aussi derrière, parce que des salons, on ne les fait pas comme ça. Il faut être au courant, il faut mine de rien, il faut réseauter, il faut parler, il faut aussi échanger. C'est ça, faut choisir aussi les salons. Après, ça, voilà. Là, c'est plus l'expérience personnelle qui parle, mais il y a beaucoup aussi, on apprend sur le tas. On fait des erreurs sur le premier. Et tiens, ça et ça n'a pas marché sur le premier, donc on rectifie le tir sur le suivant. Alors, de toute façon, quand on se lance dans l'auto-édition, à part si vraiment, alors vous passerez l'expression, mais à part si on est vraiment neuneux, on sait que on va pas exploser dès le premier roman. Voilà, il y a des études qui disent que
on peut commencer à être vraiment visible. Donc, je prends l'exemple d'Amazon, vu que moi, c'est là où je vais m'autoriser, Ouais, où à partir du troisième roman, on a vraiment une espèce de visibilité et les gens, bah, tiens, ils vont voir le troisième, donc ils vont être oui, intéressés, se dire: «Attends, il y en a 2 avant». Donc voilà, mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs auto-édités, surtout quand ils sont très jeunes, voilà, parce que, bah, le truc, c'est que, voilà, on peut s'auto-éditer dès 18 ans, sauf que, bah, ils n'ont pas forcément la maturité c'est ça. de chercher, ne se rendent pas compte, en fait, ce que ça implique. Que, bah, tu ne vas pas juste écrire ton livre, il faut que tu l'écrives, il faut que tu trouves les bons collaborateurs pour la correction ou alors t'y former toi-même. Voilà, parce que, bah, tout a un coût. Voilà, il y a ça aussi, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du coût que ça peut leur, financier qui va leur être demandé, que ça soit pour la correction, Mmh. pour, Oui, couverture et tout ce qui va avec et voilà, qui se lancent, qui le publient en se disant: «Voilà, moi demain je fais un salon, alors on va s'asseoir, on va discuter» parce que oui, ouais, voilà, moi je prends mon exemple, ça fait 3 ans que je suis publiée, je n'ai encore jamais fait de salon en tant qu'auteur. Parce que ça prend du ouais, temps et qu'il y a encore beaucoup de salons qui sont un peu frileux de prendre des auto-édités. Alors ça tout à fait, démocratise, de plus en plus, il y a des salons qui limite sont tout à spécialisés fait. en édition, mais c'est énormément de travail, quoi et ça, bah, les jeunes auteurs ne le voient pas tout de suite et ils s'en rendent compte 3, 4, 5 ans après en se disant: «Alors j'aurais peut-être dû me renseigner un petit peu avant». Mmh. Ils s'épuisent à droite, à gauche sans se rendre compte que, bah, non, il faut prioriser, quoi C'est vrai, et donc c'est pas heu, simple. voilà, c'est pas toujours simple, mais que ça soit, voilà, en maison d'édition ou en auto-édition, hein. De toute façon, il y a du travail à faire dans tous les cas et ça, Mmh. malheureusement, tous les auteurs ne s'en rendent pas compte, quoi Oui, 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 oui. et pardon, là, c'est moi qui perds mes mots, tout va bien et donc ton opinion par rapport au rôle croissant, justement, des réseaux sociaux dans la visibilité des livres? Beh, c'est essentiel. Je pense que c'est quand même, c'est une bonne chose, bon, par rapport à avant, on va dire, où, bon, bah, finalement, pour être visible, c'était beaucoup, je pense, bah, justement, de présentiel, Mmh. de salon, de, bouche à oreille et cetera. Donc je pense que c'était limite plus dur avant, Oui, surtout que l'auto-édition, bon, voilà, dans les années 90, j'avoue, j'ai pas étudié le sujet. oui, Mais parce que ça s'est, à mon avis, massifié essentiellement après, l'apparition d'Amazon KDP. Donc mais là, c'est clair que c'est quand même une chance. bien sûr. À la fois, c'est ultra concurrentiel, donc c'est sûr, bon, bah, faut sortir un petit peu de l'ordinaire sur les vidéos, surfer sur les trends et cetera. Ah, ne pas Mais je pense hésiter à faire de la répétition, hein, on va pas se mentir, mais c'est ce qui marche le mieux aussi, hein. mmh, Pas hésiter, voilà, à rabâcher parce que, beh, un tel va avoir vu ton post, mais numéro 2 ne l'aura pas vu, mais il verra ton deuxième post, quoi, donc mmh, voilà, à un moment donné, il faut pas hésiter à avoir peur de faire chier le monde parce que dans tous les cas, il faut que tu te répètes. oui, C'est pour ça, totalement. en voyant 2, 3, 4 posts, tiens, ça fait 2, 3 fois que je vois, des posts sur ce livre-là, je vais aller me renseigner, quoi, que s'il l'a vu une seule fois, il y a tellement de posts justement qui sortent par jour que, bah, c'est noyé dans la masse si on ne répète pas. Complètement, complètement. Donc à la fois, c'est une chance et à la fois, faut réussir à, voilà, à sortir du lot, à se créer sa communauté. Je Oui. pense que c'est quand même bien de réussir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de pouvoir, finalement atteindre des gens qu'on n'aurait jamais atteints, Bien sûr. heu, par ailleurs, quoi. Bah, déjà, ça permet de toucher un public beaucoup plus large qu'on n'aurait pas forcément pu, toucher, Totalement. du bouche à oreille, quoi. Parce que le bouche à oreille, de manière, allez, on va être large, régionale, OK, mais sauf que, Mmh, bah, quelqu'un qui habite Paris, par exemple, il aura plus de mal au bouche à oreille à toucher un lecteur à Marseille qui, pourtant, sera mmh, intéressé par son livre. Qu'avec les réseaux sociaux, il y a plus cette notion de distance, qu'on peut toucher des personnes même qui habitent dans d'autres pays. mmh, Donc ça permet vraiment d'élargir, ce lectorat, de manière mmh, drastique, quoi. Et totalement. est-ce qu'il y a des idées reçues justement sur ton livre ou sur les maisons d'édition en général que tu voudrais débunker? J'ai pas je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. Alors est-ce qu'il y a des idées reçues de manière générale que toi tu voudrais, bah, dire: «Bah, non, Mmh. c'est pas comme ça, quoi»? Oh!
Les idées reçues, bon, souvent, c'est surtout au niveau, évidemment, de la marge qui est réalisée sur les livres, le fait de donner, voilà, que entre généralement 8 et, je vois, 12% de droits d'auteur. C'est vrai que Et c'est des fois, c'est plus bas. On ne Ouais. sait pas pourquoi, mais ok. Euh, mais l'idée, bon, c'est que je pense qu'il faut vraiment bien étudier les choses avant quand même de partir sur des idées reçues. Effectivement, il peut y avoir des abus, hein. Alors, il y a plein de maisons d'édition qui peuvent peut-être avoir des pratiques un peu étranges, Ouais. mais en réalité, notamment quand on s'adresse à des maisons d'édition de plus petite envergure que les maisons traditionnelles hyper connues, les marges ne sont pas si extraordinaires que ça. Ouais. Et lorsqu'on propose finalement des droits d'auteur à hauteur de 10% pour un livre, en réalité, c'est que la maison, elle récupère Voilà, elle peut pas se globalement plus. une dizaine de pourcents finalement. Donc, on est à peu près à égalité. Ouais. Et ça dépend en plus, ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend des libraires, puisque les remises libraires sont différentes généralement. Ouais. Ça dépend des réseaux de référencement, ça dépend de est-ce qu'il y a eu un distributeur ou pas au milieu, est-ce qu'il y a un diffuseur aussi au sein de cette maison qui agit. Il y a tellement de choses. L'imprimeur, évidemment, je l'oublie, mais c'est quand même important. Oui. Donc, au final, ça peut paraître pas beaucoup, 8-10%, mais en fait, la maison, elle gagne quasiment la même chose, et voire des fois, ça peut être moins, parce que si la maison fonctionne sur quelque chose de traditionnel, si elle se donne les moyens aussi de positionner les auteurs sur les salons, de faire quelques éléments de communication pour ces salons-là, des kakémonos, des trucs, machin. Il y a toujours des petits éléments, en fait. La maison, elle peut vite perdre de l'argent, tout simplement. Et c'est de la perte sèche. Donc, c'est vraiment... il peut y avoir plein d'idées reçues. Néanmoins, je pense qu'au niveau de la façon dont l'argent est traité sur des maisons à compte d'éditeurs, et les pourcentages qui sont adressés généralement sont quand même réfléchis pour que la maison puisse être pérenne. Bien sûr. Donc voilà, il ne faut pas s'imaginer des trucs hyper mirobolants au final, parce que je pense que c'est pas vrai. Par contre, là, sur le point sur lequel je peux militer, c'est le fait de dire que oui, les maisons d'édition hyper imposantes, importantes, sans les nommer, les grandes maisons d'édition produisent par contre forcément plus que ce qu'elles vont vendre potentiellement pour faire baisser les coûts unitaires, pour avoir plus de marge, mais sans faire attention plus que ça aux ressources du coup naturelles. Et ça, c'est un fait avéré et c'est comme ça. Et parce que c'est la logique du modèle économique qui est comme ça. Ça marche. Ouais. Et est-ce que tu as une anecdote drôle dans ton parcours pro à nous partager? Alors déjà, celle-ci, parce que là, une interview avec un petit bébé qui fait du bruit de partout et qui... bref. J'ai l'impression depuis 10 minutes, en effet. Oui. C'est une anecdote drôle. Ensuite, moi, c'est des salons, des fois. Là, j'ai pu faire un salon bien-être, puisque j'ai une collection sur le développement personnel. D'accord. Une édition a une collection sur le développement personnel. Et j'ai donc fait accompagner l'autrice qui s'appelle Catherine Brunner sur un salon de développement personnel, bien-être. Ouais, bien-être et voyance. Du coup, il y avait les deux sujets. Et c'était... Pardon? Ça ne semble pas déconnant, bien-être et voyance ensemble. Souvent, c'est dans le lifestyle. C'est ça, c'est pas déconnant du tout. Et du coup, là, je suis rentrée quand même dans un univers. Alors, autant le monde du livre et l'industrie du livre,
Je connaissais peu. Mais là, j'ai atteint un sommet. Et du coup, on a quand même, j'ai pu découvrir des choses qui étaient extrêmement intéressantes, hein, sur les tarots, des choses, les bols tibétains. D'accord. Voilà, donc des choses extrêmement diverses. Et en même temps, j'ai quand même bien rigolé aussi. Oui, bah, Euh, c'est un monde à part. ouais. Donc voilà, c'est des Oui, petites, et puis ça fait vivre des choses aussi et des expériences avec les auteurs qui sont accompagnés. Donc c'est chouette. ça marche. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment? Alors en ce moment, je suis en train de travailler sur un livre jeunesse. OK. Un livre jeunesse, donc d'un auteur, premier livre, un auteur qui n'est pas connu, donc, et qui sort son premier livre jeunesse, et qui a l'idée de faire passer donc des jeunes en primaire collège dans un transmonde et qui vont donc vivre dans une autre époque. OK. Soit dans une époque historique différente, donc on découvre certaines villes de France notamment à une époque particulière. Eux-mêmes vont se découvrir entre eux, eux-mêmes vont grandir pendant ce voyage aussi, donc ils vont D'accord. se découvrir vraiment sous toutes les formes. Et, voilà, c'est soit historique, soit voilà, voyager aussi sur d'autres thématiques, on va dire. Voilà, il me semble qu'il y aura plusieurs tomes, Ouais. donc je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà Il l'idée. faudra le lire pour en apprendre plus. Ouais, 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 ouais. Ça marche. Donc si je comprends bien, vraiment tu publies de tous les genres parce que tu parlais d'horreur tout à l'heure, là tu parles Ouais, de jeunesse. ouais, Donc oui, tu t'es pas spécialisé, généraliste, c'est vraiment généraliste, donc tu peux avoir de la romance, tu peux avoir de tout, tout quoi. à fait, tout à fait. D'accord. Et qu'aimerais-tu voir évoluer dans ton domaine justement dans les années à venir? Alors plutôt, ce que j'aimerais voir évoluer, on va dire que ce serait, bah, la prise de risque, mine de rien, enfin, voir évoluer l'ouverture des portes Mmh. des différents maillons de la chaîne, Ouais, hein, que, bah, OK, les petites maisons, elles prennent des risques, les libraires, les petites librairies prennent des risques, mais en fait, ça serait bien aussi, même s'ils le font évidemment, mais de prendre un petit peu plus de risques quand même au niveau de la diffusion et de la distribution. oui, Heu, ça serait, heu Ça serait intéressant parce que ça permettrait de donner plus de place aux auteurs aussi. Ça ferait, à mon sens, un peu, un effet papillon pour moi, ça si, change. mais oui, Oui, donc donc mmh, vraiment qu'il y ait moins cette, alors c'est élitisme, c'est pas le terme, mais qui, un petit peu d'une certaine manière, parce que c'est vrai que souvent la diffusion et la distribution, ils se basent oui, sur les grosses maisons d'édition qui ont déjà fait leurs preuves. et C'est oui, pas le souci, c'est comme dans mmh, tout en fait. On peut Si personne nous donne notre chance, on peut pas justement faire nos preuves. tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Si ça pouvait évoluer un peu plus à ce niveau-là, ça serait quand même, bah, sympa. Ouais, ça marche. Donc avant de te poser la question signature de Cocoribook, je vais, me permettre de rappeler à nos viewers et à ceux qui regardent la vidéo en replay de ne pas hésiter à s'abonner donc à nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok, parce que Monsieur Seb et Artifex, alimentent TikTok, tous les jours, si je ne dis pas de bêtises à peu près. Donc avec, des petits morceaux de replay, de nos émissions pour vous donner un avant-goût de ce que vous pouvez trouver chez nous. Donc sur Instagram, là, c'est plutôt des posts pour vous annoncer les prochaines personnes qui vont venir dans nos émissions. De pas hésiter non plus à s'abonner à la chaîne, Twitch et de nous lâcher un abonnement, donc soit payant, soit si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit par mois à une chaîne Twitch. Donc ça ne vous coûte rien, juste en dessous, et nous ça d'une, ça nous fait plaisir et ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu de qualité, de prévoir des soirées, de prévoir, voilà, comme on a pu faire à Halloween des soirées un peu plus conséquentes avec plus d'invités, plus de matériel et voilà parce que, beh,
comme on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, il y a quand même cette notion de business et bah, sans vous, nous, on ne peut pas avancer. Et donc, la question signature pour toi, Cindy, si tu étais sur une île déserte, quels seraient les 3 livres que tu emporterais avec toi? Waouh! Souvent, mes invités souvent me détestent à cette question, qu'on soit honnête. Ouais, c'est pas facile. Après, j'ai vraiment alors moi, j'aime beaucoup les dystopies et la science-fiction. D'accord. Donc j'aime beaucoup, faut pas que je me plante dans les noms, hein, mais bon. Maman, 1984, il me semble, de George Orwell. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien Fahrenheit ça, 451 c'est quoi? de Ray Bradbury. Et puis un troisième, bah, j'aime beaucoup aussi bah, Isaac Asimov avec toute mince, la collection sur les robots, quoi. Donc, D'accord. Alors, j'avoue que le dernier, je ne connais pas. Les 2 premiers restent des classiques, même si je ne les ai pas lus, ça reste Ouais. des classiques. Voilà, le nom, on connaît. C'est vrai Ouais, que le dernier, ça ne me dit rien, mais après, parce que ce n'est pas mon genre de prédilection. ok. Moi, je suis plutôt romance. Ah J'ai oui. j'ai eu une grosse période fantastique avec les Oui. vampires et tout ça à l'adolescence. Mmh. Mais depuis que j'ai découvert la romance et encore plus la romance biker, on m'en décroche pas. Ah ouais. On m'en Ah, c'est décroche. vrai, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup aussi. C'est un genre entre guillemets très niche comme on dit, hein. On Mmh. aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, généralement, on s'en détache plus. C'est sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Ah non, c'était très chouette en tout cas, comme interview. Merci beaucoup Avec pour grand l'invitation plaisir. et voilà, j'espère en tout cas que ça permettra à certains, de se lancer dans l'aventure, Oui, avec ou sans maison d'édition. Tout est possible. Je pense qu'il ouais, y a de la place pour tout le monde et à partir du moment où on s'en donne les moyens, il y a pas de raison que ça ne exactement. fonctionne pas. Ça marche, super. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir été parmi nous. Bonne soirée à toi et à ton loulou qui Merci, a désolée. non, il y a pas de mal, il y a pas de mal. C'est les aléas du direct, on a l'habitude. J'ai eu droit à des chats qui voulaient nous faire coucou. J'ai eu droit à des chats qui éteignaient les ordinateurs aussi, donc les voilà, c'est les joies du direct. On sait quand on commence, mais on sait pas comment ça va finir. Il y a pas de souci et je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve donc la semaine prochaine pour Cocori Rock et je n'ai pas fait mes devoirs, donc je n'ai pas regardé quel groupe nous recevrons la semaine prochaine, mais vous le saurez sur nos réseaux sociaux dans 2-3 jours. Je vous souhaite à tous un bon week-end.